notre webinaire Spark Archive e-santé copie fiable et zéro papier va vous permettre de découvrir en fait une offre de dématérialisation du dossier patient en milieu hospitalier. Il ne s'agit pas évidemment de remplacer le dossier patient informatisé, mais d'apporter en fait une solution à côté du dossier patient informatisé et de vous montrer comment, par des cas d'usage concrets, on est en mesure d'apporter de véritables solutions à la dématérialisation des documents du dossier patient, que ce soit des documents papier ou des documents numériques. Alors avant de rentrer dans les cas d'usage, il va y avoir 3 petites étapes. La première, je vais vous rappeler un petit peu le cadre juridique qui nous permet de travailler. La seconde, ce sera une présentation, une petite vidéo assez rapide de 2-3 minutes pour vous présenter les concepts de ce que l'on va présenter ensuite. Et après, on rentrera dans des cas d'usage métier qui sont propres au métier de la santé en milieu hospitalier, avec 4 cas d'usage différents qui vous montreront le panel de possibilités très importantes que Spark Archive et ses partenaires sont en mesure de vous offrir. Cette vidéo, donc cette diffusion, vous aurez accès évidemment à la fin à cette présentation. Donc elle est enregistrée et je vous donnerai un lien pour pouvoir la retrouver par la suite. Ce lien vous sera envoyé par mail bien entendu. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Sinon, de toute façon, en fin de présentation, je vous donnerai la parole, bien entendu, pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à répondre, enfin à poser des questions d'une manière ou d'une autre. Et n'hésitez pas aussi à me signaler tout problème d'audition si vous ne m'entendez pas. Alors, Spark Archive est une société éditrice de logiciels qui fait partie du groupe CLI Group, qui est classée 33e société française dans le domaine de l'IT. Et Spark Archive travaille avec des partenaires et des technologies de partenaires, dont pour toute la partie acquisition, numérisation, par scanner, par multicopieur ou par smartphone, nous travaillons avec les solutions AutoStore de Nuance. Nuance étant notre partenaire privilégié pour mettre en œuvre toute la partie dématérialisation. Vous le verrez un peu plus tard avec les cas d'usage et vous verrez la simplicité de mise en œuvre qu'offrent les possibilités d'AutoStore de Nuance. Notre deuxième partenaire qui aussi intervient dans ce webinaire est la société QuickSign, avec laquelle nous travaillons pour dématérialiser les documents totalement avec de la signature électronique. En particulier, un cas d'usage vous sera présenté sur le consentement patient via un cas d'usage de signature électronique permettant, on verra dans quelle mesure, permettant de remplacer complètement une signature manuscrite de documents papier. Donc on est vraiment dans la dématérialisation avant le papier cette fois-ci. Et enfin, notre troisième partenaire, c'est la société CDC Arquinio, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, et qui en fait est agréé HDS pour préserver et conserver, et donc archiver, les données des patients, et qui sont des données à caractère personnel, et donc qui sont réglementées évidemment par la ZIP Santé, et sur laquelle donc il est nécessaire d'avoir un agrément qui donne un gage de sécurité sur les données qui sont conservées à l'extérieur de vos établissements. Donc vous allez voir les différentes solutions mises en œuvre, mais avant tout, je souhaite rappeler le contexte en fait juridique qui permet en fait de s'affranchir totalement du papier dans vos démarches, c'est-à-dire de prendre du papier et de le numériser puis de le détruire, puisque c'est bien là l'objectif, mais aussi de faire de la signature électronique en recueillant des consentements, par exemple patients, sous forme électronique nativement. Vous verrez aussi un autre cas d'usage qui part sur des principes de matérialisation par impression virtuelle qui sont aussi cadrés par la réglementation. Alors le premier point important, c'est que la réglementation a beaucoup évolué depuis 2 ans, et en particulier un des points les plus importants sur lequel en fait l'ensemble des autres réglementations comme le code de la santé publique donc se base, c'est le code civil. Le code civil a un article qui a été publié en fait en décembre 2016. Qui est l'article 1379, qui en fait explique finalement que on peut utiliser des mécanismes de numérisation de documents papier pour en faire des copies
des copies fidèles et des copies fiables. Vous verrez le distinguo entre ces deux mots. Et on peut, une fois que ces copies sont conservées convenablement, c'est-à-dire sur la base de règles bien particulières qui ont été définies dans un décret d'application, le décret numéro 2016-1673, et bien en fait ce décret va expliquer quels sont les technologies ou les moyens techniques et organisationnels qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir s'affranchir du papier après numérisation, une fois que la copie fiable a été générée. Donc une copie fiable, c'est quoi? C'est un document numérique qui doit être dans un format évidemment pérenne et qui doit reproduire à l'identique le document papier sur la forme et sur le contenu. Autrement dit, si j'ai un document sur lequel j'ai des informations de couleur par exemple, eh bien la reproduction à l'identique fait que vous devriez avoir également un document numérique comportant de la couleur. C'est un exemple. Et il faut évidemment que l'intégrité du document, c'est-à-dire la capacité d'avoir la certitude que le document n'a pas changé entre le moment où on l'a généré et le moment où on le produit, c'est l'intégrité. Donc il faut être capable de produire en fait un mécanisme de préservation de cette intégrité dans le temps, avec un procédé qui doit être conforme à des conditions qui ont été donc fixées en Conseil d'État. Je rentre pas plus dans le détail. Sachez que ces slides vous seront mis à disposition et qu'à la fin de ces slides, il y a toutes les explications juridiques sur le Code civil et on a également rédigé un livre blanc sur le sujet qui vous permettra de bien comprendre en fait quelles sont les contraintes techniques qui sont bien entendu prises en charge par les solutions que nous apportons au travers de Scan2Spark, l'outil de numérisation Spark Archive, et bien évidemment au travers des outils de nos partenaires que nous pilotons, et tout particulièrement au travers de AutoStore de la société Nuance. Alors, sur la base de ce code civil, le code de la santé publique a également évolué. Et en particulier, en janvier 2017, une ordonnance, la 2017-29, a été publiée. Cette ordonnance est relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents qui comportent des données de santé à caractère personnel et qui ont été créés ou reproduits sous une forme numérique, et aussi traite de la destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique. Et ce texte-là, en fait, précise qu'en s'appuyant sur les contraintes technologiques et techniques et organisationnelles du Code civil, lorsqu'une copie numérique a été réalisée, évidemment, dans les conditions implémentées par ces contraintes-là, le document original peut être détruit avant la fin de la durée légale de conservation, ce qui ouvre le champ évidemment à la suppression des documents papier dans l'environnement hospitalier, en particulier des documents à caractère personnel, donc qui sont pour la plupart les documents qui se trouvent dans le dossier patient. Bien entendu, comme il y a en fait un périmètre qui est un périmètre public, il est important quand même de vérifier auprès des archives publiques et au niveau du Code du patrimoine que les documents qui vont être supprimés peuvent l'être, et donc il faut une autorisation bien entendu de destruction qui doit être soumise auprès du SIAF, du Service interministériel des archives de France, qui va dans le sens du zéro papier, puisque le SIAF a participé à de nombreux travaux dans ce sens-là. Voilà. Mais bien entendu, il y a des documents qui doivent être conservés pour d'autres raisons, qui sont souvent des raisons patrimoniales et historiques, et c'est pour la raison pour laquelle, évidemment, on demande à son autorité de tutelle l'autorisation de supprimer telle ou telle typologie de documents. Alors, voilà un petit peu le décor, on va dire, juridique. Pareil, en annexe à la fin, vous trouverez un certain nombre d'informations. Alors, attendez, non. Alors, Kirain Bouzgo, a priori, ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne m'entendez pas, est-ce que vous pourriez lever la main, s'il vous plaît? A priori, j'ai une participante qui ne m'entend pas. Alors... Allô? Est-ce que les autres participants m'entendent? Ah, j'ai un message. Ah, super, ok. Merci beaucoup, je continue, donc je poursuis. Donc je vais vous présenter rapidement une petite vidéo. Alors j'espère qu'elle ne sera pas trop saccadée, parce qu'en fait comme on est sur une projection via un outil de webinar, la vidéo pourrait être saccadée.
De toute façon, vous la retrouverez après, mais je vous souhaitais, avant de rentrer dans les cas d'usage vraiment métier, vous présenter en fait le principe de fond sur les documents au travers d'une petite vidéo. Donc juste après ce slide-là, vous aurez une petite vidéo de 2 minutes qui vous permettra de bien comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que Spark Archive e-santé et Scan2Spark en particulier? C'est déjà la possibilité de collecter et de numériser l'ensemble des documents papier concernant le dossier patient ou les dossiers administratifs à l'aide de scanners qui sont des copieurs en fait multifonctions, qui sont les copieurs que vous avez déjà parmi vous, qui sont souvent des parcs de copieurs en location et qui vous permettent aujourd'hui de faire des copies lorsque vous avez quelqu'un qui se présente au guichet et que vous souhaitez numériser, enfin copier un document et lui rendre, et bien vous utilisez souvent les copieurs multifonctions. Lorsque vous souhaitez envoyer par mail par exemple un document numérisé, c'est aussi une des fonctionnalités que vous mettez en œuvre par les copieurs de multifonctions. Et bien là, on va pouvoir utiliser les copieurs multifonctions pour non seulement faire de la copie papier, mais surtout de la copie numérique, c'est-à-dire la transformation du papier en copie numérique, de façon à ce que par la suite, lorsque vous aurez besoin en fait d'utiliser la copie numérique, vous puissiez l'atteindre sans avoir besoin d'accéder au papier. Bien entendu, les fichiers que vous produisez, et on le verra en cas d'usage, les fichiers que vous utilisez peuvent également être facilement versés dans le dossier patient dématérialisé, sous forme de documents au format PDF, que vous connaissez certainement, on en reparlera tout à l'heure, PDF signé ou non signé, on en reparlera également. Un outil extrêmement intéressant, le smartphone, est également dans le champ des possibles au travers de la solution Scan2Spark qui s'appuie donc sur AutoStore de Nuance grâce en fait à une fonctionnalité qui s'appelle Business Connect et qui permet en fait d'utiliser son smartphone par le biais d'une application, que ce soit un smartphone sous Android ou sous iOS, par le biais d'une application pour mettre en œuvre un processus de dématérialisation avec un certain nombre d'étapes qui peuvent être des contrôles de données, des envois de photos, de la reconnaissance de code à barre, on le verra tout à l'heure. Et puis bien entendu, les scanners de documents peuvent être utilisés, tous les types de scanners de documents, dès lors que ils ont un pilote, enfin, ce qu'on appelle un driver, qui est conforme à deux types de pilotes, Twain et Isis, qui sont relativement très courants, voire obligatoires lorsque un fabricant fabrique un scanner. Donc toutes ces informations, enfin tous ces devices sont utilisables pour dématérialiser vos documents via donc la solution qui est centrale, donc AutoStore, qui est en fait un processus workflow qui permet en fait d'automatiser la prise de copies vers son archivage. Et bien entendu, Spark Archive qui pilote en fait Scan2Spark et qui pilote le stockage, confie les documents signés ou non signés par QuickSign à un tiers archiveur externe qui est agréé pour conserver les données de santé, donc il y a un agrément HDS pour cela qui s'appelle CDC Archineo. Si on regarde ce que chacun fait, eh bien c'est relativement simple. Vous avez en fait toute la partie capture qui se trouve sur le haut avec les applications. On capture à partir des applications métiers, on le verra, via des mécanismes d'impression qu'on verra, qui sont sans aucun paramétrage nécessaire, la capture de mail, la capture de flux bureautique, et puis bien entendu la capture de documents papier par les scanners, le MFP, le smartphone. Bref, on est dans un monde, on pourrait dire idéal, où on pourrait faire du zéro papier complet. Bien entendu, il faut quand même s'assurer que l'ensemble des documents que vous souhaitez traiter peuvent être détruits auprès de votre autorité de tutelle, bien entendu. Mais réglementairement, le chemin est tracé depuis peu maintenant, et donc Scan2Spark va vous permettre de mettre en œuvre des workflows de numérisation ou des workflows de capture de courrier électronique au travers de AutoStore de Nuance, mais va aussi vous permettre de gérer en fait des captures dynamiques dans toutes vos applications métiers par ce qu'on appelle Print2Spark, qui est un driver d'impression dont je reparlerai un peu plus tard. Bien entendu, le système permet ensuite de consulter d'une façon sécurisée les documents qui ont été capturés, et vous verrez que des processus en particulier de classement, de gel, d'extraction de données par ce qu'on appelle de la reconnaissance optique de caractère ou de l'extraction code à barre font partie prenante de la problématique qui est exposée aujourd'hui pour par exemple extraire un numéro d'IPP ou d'IEP et automatiquement aller classer dans le dossier patient dématérialisé les documents.
Évidemment, les utilisateurs sont les professionnels de santé, exclusivement les professionnels de santé. Ils ont des droits qui leur permettent donc d'atteindre en fait tout ou partie des documents dématérialisés. Ils peuvent également disposer des documents dans des espaces protégés pour des personnes extérieures via des droits qui permettent temporairement à ces personnes-là de consulter des documents. Et puis évidemment, vous avez tout ce qui est associé à la traçabilité qui est fondamentale, dont on verra des détails en particulier dans le processus de signature électronique et des statistiques d'usage. Et puis un module d'administration qui vous permet de définir en fait quels sont les différents types de documents que vous souhaitez implémenter si vous souhaitez implémenter que certains types de documents du dossier patient, avec des paramétrages de formulaires, des gestions d'édition et de la gestion d'interfaces externes pour communiquer en particulier avec le protocole HL7, puisque vous le verrez dans tous nos cas d'usage, toutes les informations que l'on capture sont vérifiées via HL7 de façon à ne pas gérer à côté du système de santé des données liées à des patients. On utilise bien les mêmes données que celles qui circulent sur le SI du système de santé. Et la conversion HDS dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est faite par CDCertino. Alors je vais vous laisser maintenant 2 petites secondes, j'espère que ça sera à peu près convenable au niveau de la fluidité, pour regarder, avant de rentrer dans les cas d'usage métier, une vidéo qui n'est pas orientée cas d'usage métier dans le domaine hospitalier, mais qui est générale et qui permet de comprendre ce que fait Scan2Spark avec AutoStore. Puis après, une fois que cette vidéo sera passée, eh ben on va rentrer vraiment dans le cas métier, c'est-à-dire ok, dans le monde hospitalier, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça marche et qu'est-ce que je peux faire. Spark Archive, Scan2Spark, numérisation fidèle avec AutoStore de Nuance. Combien de documents papier, email ou autre type de documents recevez-vous tous les jours? Pensez aux factures, aux contrats, aux commandes, aux bons de livraison, à la documentation technique et autres courriers. Ils arrivent par la poste ou par les livreurs. De plus en plus souvent par email ou même avec votre smartphone. Avant tout, tous ces documents doivent être capturés, puis traités, c'est-à-dire transformés en documents électroniques dans un format exploitable. Peut-être faut-il réaliser une reconnaissance de caractère ou rechercher un code à barres. Enfin, le document devenu fichier électronique peut être envoyé dans votre processus métier ou dans un workflow. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de numériser. Pour optimiser et simplifier votre organisation, Scan2Spark capture, traite et route vos documents. Scan2Spark et AutoStore peuvent facilement vous aider. Cette solution permet à tous vos collaborateurs de capturer tous les documents à partir de différentes sources. Il peut s'agir d'un copieur multifonction, d'un scanner, d'un smartphone ou de votre ordinateur. Une fois capturés, les documents peuvent être facilement routés vers les workflows prédéfinis de votre organisation. Appuyez sur le bouton, c'est tout simple. Voilà, donc je ne sais pas si c'était très fluide, mais l'objectif était de vous donner une vision en fait simple de la problématique de capture, que l'on va voir maintenant avec des cas d'usage métiers, avec des cas d'usage soit complètement réalistes, soit inventés, mais l'objectif étant de vous projeter dans ces cas d'usage sur les possibilités offertes par la solution pour coller à vos cas d'usage. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors, un premier cas d'usage très simple, c'est générer de la copie fiable au sens du code civil avec un copieur multifonction. Donc ce copieur multifonction se trouve quelque part, soit au guichet, soit dans un service, et vous allez en fait prendre le ou les documents et aller sur votre copieur pour en faire une copie fiable. L'exemple ici, on a une laborantine qui doit transmettre des résultats d'analyse de sang dans un dossier patient. Pour cela, elle utilise le document qui est déjà équipé d'un code à barres qui permet d'identifier le document, et vous allez voir comment ça se passe. Tout simplement, en fait, sur votre copieur, vous avez un panneau de commande. Ce panneau de commande, en fait, est enrichi par Scan2Spark et par AutoStore, de telle manière à ce que les commandes qui vous sont proposées correspondent à un cas d'usage métier paramétré pour ce faire. Par exemple, ici, on scanne un résultat d'analyse de sang dans le dossier patient sur le MFP du laboratoire. On pourrait imaginer, bien entendu,
d'autres types de boutons, voire même un bouton qu'on verra tout à l'heure qui permet de faire de la numérisation quel que soit le type de document et de faire choisir le type de document d'une manière ou d'une autre. On verra pour ça qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des séparateurs code à barres. Donc très simple, je vais sur mon MFP, je me suis authentifié. Ah, j'ai peut-être une question, excusez-moi. Ah oui, j'ai peut-être une question. Dites-moi. Alors, je vais essayer de vous donner la parole. Alors, si ça vous ennuie pas, est-ce qu'il est possible de noter la question et de la soumettre à la fin? Est-ce que ça vous ennuie pas? Je regarde quand même si je vois dans le chat. Ah oui, d'accord. Alors, en fait, j'ai une question qui me demande si la capacité de numérisation est limitée. Non, la capacité de numérisation n'est pas limitée. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par capacité, mais vous pouvez numériser autant de documents que vous le souhaitez. Pour information, d'un point de vue du modèle économique, le droit de numériser est lié au matériel. C'est-à-dire que si vous avez un copieur multifonction, vous avez une licence annuelle qui va vous permettre de copier et d'utiliser votre copieur autant de fois que vous le souhaitez. J'ai une autre demande. Alors, est-ce qu'il y a une limite, par exemple une centaine de pages ou un dossier d'archives? Non, il n'y a pas de limite en fait. Hein. La limite, elle est plutôt matérielle, c'est-à-dire que si votre copieur de multifonction utilise en fait un introducteur feuille à feuille, eh bien vous ne pourrez pas mettre plus de documents que ce que l'introducteur feuille à feuille pourra supporter, mais il n'y a pas de limite. Hein. Donc je continue. Donc en fait, on est sur ce MFP et on scanne dans le dossier patient. Et en fait, à l'issue de cette numérisation, le document scanné qui lui peut comporter des informations comme par exemple ici un numéro d'IEP et un numéro d'IPP, eh bien on va extraire en fait automatiquement ces informations par deux processus. Le premier qui est une reconnaissance de code à barres pour le numéro d'IEP et le deuxième qui est une reconnaissance optique de caractère pour le numéro d'IPP. Alors c'est relativement très simple ces processus-là, mais ce qui est important aussi, c'est que cette information, il faut la vérifier. Et pour la vérifier, on utilise en fait le protocole HL7 qui nous permet de vérifier que les données du séjour ou les données du patient sont correspondent bien en fait aux informations qui circulent sur la base patient HL7. Donc bien entendu, ici il n'y a pas de base de données patient ou de base de données séjour dans un coin. On est sur des informations évidemment qui seront celles qui sont partagées par HL7. Alors, bien entendu, à partir de là, on fait une copie fidèle. Une copie fidèle, c'est pas tout à fait une copie fiable. Une copie fidèle, c'est un document qui ressemble en fait au document d'origine et qui doit être le même, mais pour autant qui est une image pour l'instant qu'on va transformer en autre chose grâce à des technologies de prise d'empreinte et de scellement dont je parlerai tout à l'heure. Je vérifie, j'ai une petite question qui m'a été posée. Excusez-moi. Oui. Donc je continue la suite. Donc on génère un fichier, une copie en fait. Cette copie-là, évidemment, elle n'est pas suffisante. Il faut la sécuriser. Pour ça, il faut l'horodater, c'est-à-dire en fait prendre l'heure et la date de la création de la copie, savoir qui a fait cette copie, et il faut évidemment prendre une empreinte numérique. Une empreinte numérique, c'est un processus qui permet d'être certain que le document numérisé est unique et que, bien entendu, lorsqu'on va devoir rendre ce document pour vérifier en fait son intégrité, qu'on puisse vérifier que le document que l'on remet à disposition est bien celui qui a été capturé. Donc ce sont des processus technologiques qui sont automatisés complètement dans la solution Scan2Spark. Pour vous, vous n'avez pas à vous poser de questions sur la manière dont ça fonctionne. C'est complètement documenté, puisque la documentation du processus fait partie prenante de la copie fiable. Pour qu'une copie soit fiable, il faut non seulement mettre en œuvre tous les moyens technologiques dont je vous ai parlé, mais il faut aussi documenter le processus et archiver le document, enfin la documentation liée au processus, et conserver cette documentation autant de temps que la copie fiable devra vivre. Donc c'est très important, c'est le contexte de la copie fiable dans le code civil et son décret d'application. Donc il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Ce qui est important, c'est que la copie fiable va partir chez CDC Archineo dès lors que vous hébergez en fait vos données à l'extérieur de l'établissement, ou dans votre établissement si c'est votre IT qui va gérer en fait le dossier patient dématérialisé. Alors ce cas d'usage permet justement de détruire le document, puisqu'en fait on a créé une copie fiable et donc la présomption
la présomption en fait, la présomption de copie fiable en fait est suffisante pour pouvoir justifier en cas de besoin du document qui a été ainsi dématérialisé. Donc ce qui est très important, c'est de mesurer tout de suite la place et le gain de place que vous pourriez avoir par la suppression du papier. Bien entendu, il ne s'agit pas de reprendre tout l'historique parce qu'il est très important, mais vous pourriez mettre en place des processus et décider qu'à partir d'une certaine date, la dématérialisation devient native pour passer à du zéro papier assez rapidement. Alors, pour faire ce cas d'usage, qu'est-ce qu'on fait? On utilise en fait un scanner multifonction. On utilise un processus de génération de copies fiables, on utilise des séparateurs de code à barre dont je ne vous ai pas encore parlé, mais vous allez voir le principe, et on paramètre un workflow AutoStore qui va permettre d'envoyer en fait le document, l'image du document du scanner vers le système d'archivage qui va le conserver et qui va en assurer l'intégrité et archiver évidemment tous les éléments de preuve associés. Alors, un autre moyen de s'organiser, un autre cas d'usage, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une pièce qui arrive, il faut aller sur le copieur ou aller sur le scanner, et puis numériser le document. Alors, est-ce qu'il faut être dans le dossier patient? Est-ce qu'il faut être en dehors du dossier patient? En fait, tout ça s'imagine de plusieurs façons possibles. Une des possibilités, c'est d'utiliser en fait les possibilités du service d'archives et d'organiser en fait la collecte des documents qui sont utilisés ou qui sont produits lors du parcours patient, et bien entendu de demander en fait au service d'archives de gérer finalement la dématérialisation de tous ces documents papier a posteriori après les avoir collectés. Donc on est finalement dans une approche assez similaire. Cependant, bien entendu, l'avantage c'est que dans une approche telle que celle-ci, le temps pris par la démarche administrative de numérisation ne relève plus finalement du professionnel de santé, mais relève du service des archives. Donc avec on déporte en fait finalement le temps vers le service des archives qui va décider ensuite de numériser et de trier les documents et de les supprimer en fonction de ses contraintes et en fonction de sa politique d'archivage. Donc, comment ça se passe un système comme ça? C'est tout simple. Vous avez en fait des documents à numériser qui doivent être collectés. Donc, il faut en effet qu'il y ait un système de collecte qui soit mis en place. Il faut préparer les documents parce que les documents, on peut pas les mettre dans le scanner parce que bien souvent, des documents ont des agrafes ou les documents sont pliés ou ils sont de formats divers et variés. Donc, il faut les préparer. Pour ça, on a besoin d'un atelier de préparation où on retire les agrafes, on vérifie les formats, on supprime les éventuelles enveloppes. On vérifie évidemment qu'il y a par exemple des documents qui pourraient être présents avec un double collé. Bon, on arrange en fait le dossier pour qu'il soit numérisable, on va dire facilement, et on saisit grâce à Spark Archive une application qui vous permet de saisir des informations pour dire que les documents que vous êtes en train de préparer, ils concernent tel séjour, tel patient, c'est tel type de document, et la date du document qui est sur le document, qui n'est pas forcément la date de numérisation, est telle date. En fait, grâce à ce processus-là, vous avez une application qui vous permet de saisir ces informations et automatiquement de générer un fichier qui sera ensuite imprimé et puis positionné pour séparer les documents les uns des autres. Évidemment, les documents ne font pas forcément qu'une page, ils peuvent faire 10 pages, un autre document du même dossier peut faire 3 pages, et donc le séparateur est un outil qui va permettre de préparer en fait et de reconnaître ensuite les différents types de documents qui se trouvent derrière les séparateurs. C'est souvent la première page avant la première page du document, c'est un séparateur qu'on va trouver, et puis lorsqu'on va passer au document suivant, il y aura un nouveau séparateur qui va permettre de séparer le document suivant. Placez le lot de documents dans l'introducteur feuille à feuille de votre scanner ou de votre copieur multifonction et démarrez la numérisation. Une copie fiable au format PDF sera générée pour chaque document et le contenu des codes à barres permettront d'attacher chaque document au bon dossier patient. Alors dans le cadre d'un MFP, évidemment, on va pouvoir déterminer qu'un document contient 3 pages parce qu'il y avait un séparateur et que c'était le type de document. Dans le cadre d'une numérisation par scanner, vous avez aussi la possibilité de ne pas utiliser les séparateurs code à barre, mais directement d'avoir l'ensemble des feuilles, des pages en fait numériques qui s'affichent sous forme d'imagette, et directement de dire voilà, l'imagette 1, 2, 3 ça correspond au premier document de tel type, l'imagette 4 c'est tel autre document de tel autre type, etc. Donc vous avez la possibilité en fait de vous passer en fait
des codes à barres. Quand bien même il y aurait quand même des codes à barres qui vous intéressent, mais cette fois-ci pour le contenu de la valeur du code à barres, eh bien vous pouvez continuer à avoir de la reconnaissance de code à barres, mais c'est pas le même usage. Dans un cas, on détectait en fait les codes à barres pour séparer les documents, et dans ce cas-là, vous pouvez faire ce travail en fait manuellement, et puis utiliser ensuite le code à barres pour extraire par exemple le numéro d'IEP s'il est formalisé sous la forme d'un code à barres. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous avez ici un exemple de document sur lequel une phase d'OCR est possible. Donc l'OCR, c'est la reconnaissance optique de caractère. Pourquoi? Parce que un document image est une image, et même si vos yeux sont en mesure de lire une information, eh bien vos yeux ont cette capacité que l'ordinateur n'a pas. Il faut passer par une reconnaissance optique de caractère pour reformaliser que l'image que vous voyez, par exemple là-haut billing, eh bien, le premier caractère est un B. Eh bien en fait, il est possible de faire une reconnaissance de caractère et ensuite d'aller sur la zone, par exemple, du type de document qu'on voit en rouge à gauche, et d'aller cliquer automatiquement sur le billing, qui va dire que automatiquement le système va remplir la zone type de document à l'aide de l'information qui a été préalablement reconnue, et le fait de se déplacer sur l'image où se trouve le mot billing et de cliquer sur ce billing va envoyer l'information billing dans type de document. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est assez simple, et c'est surtout génial parce que c'est un gain de temps énorme pour la saisie. Par exemple, un autre exemple, si j'ai un numéro d'IPP à saisir et que le numéro d'IPP est matérialisé sous la forme d'un code à barres, eh ben, je vais aller sur le code à barres, je vais cliquer sur le code à barres et le numéro d'IPP va être envoyé automatiquement dans la zone de saisie. Bon, il y a plein d'autres exemples comme ça, et donc vous voyez tout l'intérêt de ce genre de mécanisme et de ce genre d'OCR positionnel. Voilà pour la partie organisation. Évidemment, tout ça, ça marche avec tout un tas de scanners, mais bien entendu, il y a beaucoup d'autres cas d'usage que l'on peut imaginer, et on va voir d'autres cas d'usage avec d'autres ustensiles, comme par exemple les smartphones. Juste pour votre information, plus de 800 MFP et scanners sont supportés par la solution Scan2Spark pilotée par AutoStore de Nuance, et vous avez aussi bien les marques que vous avez sous les yeux au niveau des MFP, ou les scanners de toutes marques, quasiment de toutes marques, voire même des scanners réseau qui sont supportés. Il faut simplement vérifier évidemment avec nous la compatibilité de votre matériel avec la liste de notre matériel supporté, mais il y a 98% de chances que votre scanner ou votre MFP, s'il n'est pas trop ancien, puisse fonctionner avec notre solution. Si ce n'est pas le cas, on pourra voir s'il faut faire mettre à jour par le fournisseur ce qu'on appelle le firmware du copieur. Mais bien entendu, cette information est facilement vérifiable à tout moment dans le processus. Bien entendu aussi, si vous êtes dans un parc loué, au fur et à mesure que le temps va passer, votre matériel va changer. Eh bien, vous n'aurez pas à acquérir une nouvelle licence pour le nouveau matériel. Il faudra simplement vérifier que le nouveau matériel fonctionne bien avec la solution, de façon à reporter le paramétrage sur ce nouveau matériel. Alors, rapidement, ce qu'on peut faire après la numérisation, on peut faire de la séparation, de la classification, de l'extraction et de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire la partie séparation? La séparation, c'est simplement de pouvoir utiliser le code à barres, je vous en ai déjà parlé. La classification, c'est être capable de découvrir automatiquement qu'un document est de tel ou tel type. Alors, il existe en fait des processus paramétrables sur les documents du dossier patient qui ont été paramétrés, qui permettent de faire de la reconnaissance automatique du type de document. Ceci dit, il y a des types de documents qui sont monopages, donc une fois qu'on a reconnu qu'il s'agissait de tel ou tel type de document, qu'il n'y a qu'une page, c'est relativement simple, mais dans certains cas, le nombre de pages est variable, et on peut très facilement reconnaître le type de document. Par contre, ça devient beaucoup plus compliqué si il faut en plus savoir que le document fait 2 ou 3 pages. Donc le séparateur code barre est bien pratique pour ça, ou le typage manuel. Mais dans certains cas, on pourrait mettre en œuvre, et on met en œuvre, de la reconnaissance automatique de documents via des processus d'apprentissage de machine learning qui sont relativement simples à mettre en œuvre, mais sur lesquels il faut faire un certain travail d'apprentissage pour que la machine puisse d'elle-même ensuite reconnaître les types de documents. L'extraction, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'extraction par code barre ou par OCR, et l'interprétation qui va permettre, à partir d'une donnée extraite, d'aller vérifier dans une base de données ou par rapport à un protocole particulier que la donnée figure bien, voire même qu'on peut extraire une information qui ne se trouve pas dans le document pour venir enrichir par exemple le plan de classement dématérialisé ou la notice documentaire qu'on pourrait associer automatiquement par extraction à un document. Alors un autre cas d'usage qui est très intéressant également, je vais vérifier, il y avait une main
oui, que j'enlève, voilà. Un autre cas d'usage qui est très intéressant également, qui est l'usage du smartphone. Alors en fait, le scanner ou le MFP n'a pas le monopole du savoir-faire en termes de copie fiable. Vous avez des smartphones ou des tablettes qui le font très bien, et j'ai pris un cas d'usage intéressant qui est le contrôle ultime pré-transfusionnel, dans lequel on utilise en fait une safety card AB qui, elle, est faite en fait de composants et de réactifs chimiques qui permettent de vérifier la compatibilité du sang du patient avec la compatibilité de la poche de sang qui va lui être transfusée. Et on va voir que dans ce cas d'usage, le smartphone peut être très utile. Alors, comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Vous avez en fait votre smartphone, et dans votre smartphone, vous avez une application. Cette application va vous amener sur un écran d'accueil dans lequel vous allez trouver des processus paramétrés. Ici, celui que l'on voit, il n'y en a qu'un, c'est le contrôle ultime pré-transfusionnel. Mais vous pouvez imaginer d'avoir autant de processus paramétrés que de boutons, autant de boutons que de processus paramétrés par contre, et qui vous permettent de démarrer tel ou tel processus de workflow qui a été paramétré. Exemple ici. Et on va commencer par utiliser le bouton contrôle ultime pré-transfusionnel pour démarrer un processus. Ce processus-là, après évidemment l'authentification du professionnel de santé qui en fait est celui qui utilise le téléphone, donc est déduit automatiquement par authentification dans l'application, on va vérifier, puisqu'on est au chevet du patient et puisque c'est une opération qui se fait en présence du patient, on va vérifier le bracelet du patient pour vérifier déjà qu'il s'agit bien du bon patient. C'est relativement simple. Pour cela, on va appuyer sur un petit bouton qui se trouve à côté de l'identifiant du bracelet qui va mettre votre smartphone en mode capture d'image, donc comme si vous preniez une photo, et automatiquement vous allez pouvoir prendre la photo du bracelet qui va engendrer une reconnaissance de code à barre. Pourquoi? Parce que dans le workflow on a paramétré le fait que l'image serait un code à barre, et donc on va extraire automatiquement l'identifiant du patient. Et une fois que cette opération est faite, évidemment, on va passer à la deuxième phase. Alors vous voyez ici dans le cas d'exemple, hein, on voit que il y a un groupe sanguin du patient qui a été ramené. Pourquoi? Parce que c'est une information qu'on a par ailleurs et que via le dossier patient, il est possible de récupérer ce type d'infos. Bon, pour autant, c'est pas ça qui va permettre d'avoir la certitude que la poche de sang est conforme. Il faut faire un examen avec une safety card. Donc si on prend le cas de la safety card AB, on va en effet avoir un processus dans lequel finalement le professionnel de santé qui agit pour faire cette vérification va prendre une goutte de sang du patient, une goutte de sang de la poche, et va vérifier par prise via des pipettes, en fait, va déposer en fait la goutte de sang sur des réactifs anti-A, anti-B, de telle manière à avoir finalement les réactifs qui vont agir, et de savoir si les réactions par rapport à la page de sang dont l'étiquette code à barre a été collée en haut à droite, si les réactions sont conformes et compatibles avec une transfusion de la poche vers le patient. Évidemment, actuellement, le professionnel de santé doit signer le document en disant qu'il a fait ce travail-là tel jour, telle heure, et doit ensuite conserver ce document-là en collant d'ailleurs sur le document une protection pour pouvoir le conserver. Et bien en fait, pourquoi faire ça? Pourquoi pas faire simple? C'est-à-dire que vu que le travail en fait a été fait, il suffit de prendre finalement la photo, que vous signez ou pas sous une forme manuscrite, peu importe. On verra tout à l'heure le processus de signature électronique qui pourrait venir se rajouter ici. Vous prenez simplement la photo de la safety card. La safety card, vous pourrez ne pas la conserver dès lors que cette safety card sera transmise sous forme de copie fiable dans le dossier du patient dématérialisé. Donc on voit un exemple ici très simple d'utilisation du smartphone, mais très concrète, sur un processus qui est très facile à mettre en œuvre et sur lequel finalement, il n'y a plus qu'à, après avoir fait la photo, envoyer et vérifier, bien entendu, envoyer l'image de la photo, donc la copie fiable, dans le dossier patient comme archivage, dans le dossier archivage dossier transfusionnel par exemple ici. Donc un cas d'exemple très simple, mais qui vous montre bien l'intérêt du smartphone et sa simplicité de mise en œuvre et tous les workflows que l'on peut mettre derrière dans le métier de la santé, derrière l'usage du smartphone. Un autre cas d'usage aussi très intéressant, c'est suppléer finalement d'une manière numérique à la signature pour le consentement du patient. Aujourd'hui, vous savez que le consentement du patient se fait dans certains cas bien particuliers, par exemple le don d'organes ou l'IVG ou d'autres cas de ce type-là. On pourrait imaginer que le consentement enfin, je parlais du consentement écrit, hein, bien entendu. Bien entendu, il y a toujours un consentement oral dans les autres cas, mais imaginons que
que demain vous vouliez systématiser le consentement à l'entrée du bloc, si c'est pas le cas déjà chez vous, eh bien on pourrait imaginer un consentement par signature électronique du patient après l'information qui lui a été donnée et le recueil de son consentement pour l'opération. C'est quelque chose de très simple finalement. Il suffit déjà d'utiliser un moyen de signer, et pour ça il faut vraiment qu'on soit certain que la personne qui consent en fait est bien la personne qui doit consentir, donc on doit authentifier la personne et on va lui proposer, et donc là c'est le professionnel de santé qui va le faire, un certain nombre de formulaires de consentement. En l'occurrence là il s'agit par exemple d'un consentement pour je sais pas, pour un don d'organes, eh bien on va ou peut-être quelque chose de plus simple pour une entrée au bloc, on va en fait remplir le formulaire avec les parties variables qui sont des informations propres au patient. On va pouvoir ajouter des pièces justificatives via toujours le même principe, le smartphone, en prenant les photos des pièces justificatives ou en numérisant les photos, c'est relativement simple. Et puis ensuite on va présenter finalement le consentement qui est assigné par le patient, et le patient en fait va signer ce consentement sous forme électronique, et pour ça il a un bouton qui lui permet de signer, mais c'est pas suffisant. Il faut vérifier que la personne qui va signer est bien celle qui s'est authentifiée, et pour ça on va par exemple pouvoir lui envoyer un code OTP sur son téléphone mobile qui a été bien entendu enregistré comme téléphone mobile de la personne lors de son entrée dans son début de séjour, et cette personne-là va recevoir un code et va saisir le code sur la tablette ou sur le smartphone, puis appuyer sur le bouton signer qui vaut de signature. C'est ce qu'on appelle la signature en face à face. Donc quelque part on est dans un processus où entre l'authentification de la personne, le rattachement de l'information qui est son numéro de téléphone et l'envoi par SMS du code OTP, on est dans un processus relativement simple et complètement légalisé et légal, et évidemment l'objectif étant de produire un document signé. Alors c'est quoi un document signé? C'est un fichier PDF qui va être produit avec en fait une signature PADES, donc c'est une norme ETSI qui est conforme avec un certain nombre de règlements qui se trouve en fait derrière la signature électronique. Mais on a d'autres cas d'usage aussi possibles, et j'en parle en 2 secondes. La signature à distance, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'on est dans un processus où on doit faire signer un document à un patient, mais à distance, parce que, je sais pas, il y a une hospitalisation à domicile et que on lui demande de signer un consentement qu'on lui a envoyé via un lien qui se trouve sur un serveur sécurisé. Il va lire le consentement, et de la même façon, on va pouvoir démarrer un processus de consentement par signature à distance, dans lequel, dans le même principe, il recevra un code OTP et il signera le document. Donc c'est aussi une autre forme de signature possible, la signature à distance. Ce qui est très important par contre, c'est que tout ce processus de l'authentification à la signature passe par des étapes, et ces étapes doivent être conservées avec la signature pour que cette signature puisse vraiment recueillir une valeur légale. Et pour ça, le journal d'événements dans lequel tout est tracé. Tracé, c'est l'authentification. Je me suis authentifié tel jour, telle heure. J'ai signé tel type de consentement. J'ai reçu, on m'a envoyé un code OTP, ou le serveur a envoyé, tel serveur a envoyé un code OTP. La personne a reçu son code OTP et l'a saisi, etc., etc. Tout ça va être conservé et horodaté et archivé avec le fichier le fichier signé finalement, et cet ensemble-là permet d'avoir une signature légale, comme si finalement vous aviez fait une signature manuscrite. Alors ça a l'air très compliqué peut-être, mais en fait c'est très simple. Vous l'avez certainement déjà fait, les codes OTP vous en recevez, et vous allez me dire oui, mais que se passe-t-il si la bande passante ne permet pas de recevoir un code OTP parce que la 4G ou la 3G n'est pas disponible à l'endroit où ça se passe, parce que je sais pas, on est au 3e sous-sol d'un bâtiment. Et ben en effet, ce genre de cas, il faut mettre en place des processus un petit peu différents que l'envoi par code OTP, mais d'autres processus sont possibles, bien entendu. Ne serait-ce que l'exemple que je vous ai donné sur la signature à distance avec l'email, on pourrait imaginer aussi d'utiliser ce type de processus. Il y en a bien d'autres, et bien entendu, on pourra creuser ce sujet si ça vous intéresse après le webinaire. Alors un autre cas d'usage important aussi, toujours dans la problématique de dématérialisation des documents, mais cette fois-ci nativement à partir d'une application, c'est le cas d'usage Print to Spark. Il s'agit de quoi? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous êtes dans une application métier, quelle qu'elle soit, aujourd'hui vous avez besoin de produire un document, dans cette application vous allez générer par impression un document.
et puis le document, vous allez le mettre dans le dossier patient, et pour ça, vous allez passer par une numérisation. En fait, il y a plus simple, on a en fait un driver d'impression virtuelle qui s'appelle Print to Spark Archive, qui permet en fait dans votre application d'utiliser le menu fichier imprimé de votre application, et du coup de générer un document numérique nativement en PDF, le format PDF-A, c'est un format en fait d'archive du PDF, et donc ce document PDF va être directement routé dans le dossier du patient. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez, à partir de votre application, utiliser le menu fichier imprimé et que vous allez choisir l'imprimante Spark Archive, vous allez avoir automatiquement votre écran qui va vous proposer en fait la saisie d'informations donc paramétrables. Ici dans l'exemple c'est le numéro d'IPP et le numéro d'IEP, donc la saisie d'informations complémentaires que le driver d'impression vous demande, et vous aurez aussi la possibilité directement d'aller dans le plan de classement du dossier dématérialisé pour aller directement ranger le document à un endroit donné, sauf si on passe par un processus, par exemple, de typage de document comme saisie d'informations. On pourrait imaginer derrière le numéro d'IEP d'avoir le type de document, et à ce moment-là avoir un classement dynamique sur la base de règles de classement qui permettraient d'aller ranger le type de document dans le dossier patient dématérialisé. Donc ça, c'est ce qu'on fait fréquemment, hein, pour éviter d'avoir à rentrer dans le plan de classement. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que finalement, vous êtes dans votre application métier, vous n'êtes pas sorti de votre application métier, vous avez simplement utilisé la possibilité d'imprimer de votre application métier, et le document part dans le dossier patient dématérialisé. Pour ceux qui connaissent PDF Creator, qui permet en fait, qui est un driver d'impression qui permet de générer du PDF plutôt que d'imprimer du papier, bah c'est à peu près le même concept, sauf que c'est un PDF Creator qui va beaucoup plus loin, puisque finalement c'est pas simplement une génération de PDF, mais c'est une génération de PDF, la saisie d'informations et l'envoi dans le dossier patient dématérialisé qui est proposé par cette solution. J'accélère un petit peu parce que je suis bavard. Je passe sur une information importante, c'est toute la partie conformité. Il est évident que dans un système comme ça, on ne peut pas prendre de risques puisqu'on manipule des données hautement confidentielles à caractère personnel, et que pour cela, il faut absolument, si le système d'information est exporté et externalisé, avoir des partenaires qui ont le niveau de confidentialité nécessaire et le niveau de sécurité nécessaire pour pouvoir recueillir ces informations. C'est le cas de CDCR Kineo. CDCR Kineo, en fait, a un certain nombre de labels, dont le label France Cybersécurité qui est distribué par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a une certification sur l'ensemble de ses serveurs, donc et de son système d'informatique, donc qui est la certification ISO 27001, a l'agrément HDS fourni par la ZIP Santé, et donc fait partie des sociétés qui ont le droit d'héberger des données de santé à caractère personnel, et a aussi la qualification EIDAS pour la conservation des documents signés électroniquement. Et donc c'est un partenaire qui est, on va dire, un des partenaires les plus sécurisés qui existent en France, d'autant plus que l'architecture de tout ce qui est produit est hautement sécurisé, hautement sauvegardé, puisqu'en fait, si on regarde ce processus rapidement, la partie qui serait mise en œuvre chez vous, c'est la partie numéro 1, c'est-à-dire en fait c'est toute la partie capture, et une fois que cette capture est faite, l'ensemble des informations vont partir dans le système CDC avec un eurodatage, des calculs d'empreinte et du scellement qui sont faits par Spark Archive et qui sont vérifiés au moment du versement par CDC, et chaque document va se retrouver à 5 endroits différents. Donc sur un premier site géographique dans lequel le document est dupliqué déjà une première fois en actif, c'est au moment où on le dépose, il est tout de suite dupliqué. Mais par sécurité, au cas où il y a un problème sur le site 1, un second site en actif est également disponible. Donc chaque document est de nouveau dupliqué sur un second site qui lui-même a une duplication sur ce site-là. Et enfin, d'une façon complémentaire, un site de sauvegarde passive situé à plus de 450 km sur le territoire national, bien entendu, permet d'avoir une sauvegarde complémentaire au cas où les deux sites seraient défaillants, ou bon, vous imaginez bien le niveau de sécurité qui est mis en œuvre ici et les probabilités quasiment impossibles d'avoir un problème avec un tel
un tel environnement. Bien entendu, tout ça génère des journaux et la possibilité en fait d'accéder à l'ensemble des documents du dossier patient dématérialisé et à l'ensemble des journaux et des éléments de preuve est faite par les professionnels de santé, qui sont à ce moment-là, par le biais de Spark Archive, en mesure de rechercher en fait l'information et de la rematérialiser sous forme numérique. Je finis encore en un slide ou deux. Ce qui est important aussi, c'est que CDC et la solution qu'on vous propose est une solution 24/24/7/7. Ça, c'est très important parce que dans votre métier, nous savons bien quelles sont les contraintes et les contraintes, elles sont permanentes. Donc, on est en 24/24/7/7. On a des obligations et CDC Archineo a une obligation de résultat sur l'hébergement des données de santé et à un niveau, on va dire, de haute disponibilité qui est remarquable et qui permet justement de ne pas être bloqué par des problématiques de volume ou quoi que ce soit. C'est une société qui archive des quantités extraordinaires d'informations et donc qui est taillée pour la volumétrie très très importante. Voilà pour notre partenaire CDC Archineo. Donc si je résume ce que l'on a vu, je suis un petit peu bavard, j'ai dépassé les 50 minutes, mais de peu. On a vu en fait la capture des documents des différents périphériques que vous avez sur la gauche, les ordinateurs de bureau, les copieurs MFP, les scanners de documents, les smartphones. On a vu des possibilités de paramétrage des copieurs grâce à des menus de numérisation personnalisables sur les copieurs multifonctions, sur les tablettes, dans les workflows mobiles que l'on a pu apercevoir et sur les scanners. On a vu aussi la possibilité de faire de la reconnaissance de documents soit par des séparateurs code à barres, soit par de la reconnaissance plus intelligente, donc liée au machine learning. On a vu l'extraction, bien entendu, d'informations métiers grâce à la reconnaissance de code à barres et grâce au processus d'OCR et de lecture automatique de documents qui permettent d'extraire des données et puis tout en attachant ces données à des fichiers qui, eux, ont été pérennisés dans un format PDF-A. On a vu évidemment qu'on pouvait paramétrer des workflows de copie fidèle avec la traçabilité de l'ensemble des actions. Donc ça, en fait, c'est juste faire face aux obligations réglementaires, hein, c'est-à-dire le règlement, le code civil en particulier, explique bien la manière dont il faut faire de la copie fiable et explique bien que toute la traçabilité pendant tout le processus de génération de la copie fiable doit être préservée, conservée et horodatée. C'est pourquoi on met en place Scan2Spark. Évidemment, on a vu également la signature électronique avec un exemple sur tablette, enfin sur smartphone. On aurait pu aussi, vous voyez, sur le cas du smartphone, imaginer le cas d'usage que l'on a vu avant avec le processus sur la safety card qui est signé d'une façon manuscrite. On pourrait imaginer aussi d'avoir une signature électronique en envoyant un code ETP au professionnel de santé qu'il a à saisir puisqu'il est authentifié pour générer une signature électronique dynamiquement. Donc plein de cas d'usage assez intéressants et puis bien entendu on a vu l'archivage de la copie fiable et de la documentation associée sur le service de confiance d'archivage du tiers archiveur CDC Archineo.